On va continuer à parler de l'argent. Les Russes n'en manquent pas apparemment pour financer leur effort de guerre. Cette année, Vladimir Poutine a signé, tenez-vous bien, un budget militaire record. 126 milliards de dollars pour ces armées, soit plus d'un tiers des dépenses publiques russes en 2025. Cet effort financier se traduit chaque jour, vous allez le voir, chaque nuit, même dans le ciel ukrainien, par l'envoi de centaines de drones. Les usines tournent à plein régime. Les Shahed, ces drones iraniens à l'origine, sont désormais assemblés ou fabriqués sur le territoire russe, dans la région de Moscou, au Tatarstan également. Une question toute simple d'abord, générale, pourquoi est-ce que cette arme est autant utilisée par les Russes ? Les drones, vous voulez dire. Oui. Les drones, parce que ça coûte pas cher déjà, et qu'on peut les produire en masse. Entre 20 000 et 50 000 euros. Et vous voyez bien le différentiel. Là, vous me dites 26 missiles. Un missile, ça coûte très cher. Alors, ça fait beaucoup plus de dégâts, et c'est balistique, et ça coûte très cher. Et en même temps, il tire quasiment 600 drones. Et un drone Shahed, je crois que ça coûte dans les 20 000 euros. Et donc, vous n'êtes pas du tout dans le même référentiel. Vous pouvez les construire en masse, et donc, vous pouvez saturer l'espace aérien. Et puis, le drone, alors, il y a les Shahed, mais les drones, vous voyez bien l'importance que prennent les drones. Sur la ligne de front, il y a des drones pour l'observation, il y a des drones qui servent d'artillerie, il y a des drones qui servent de bombardement aérien, etc., etc. Mais dans ce cas précis, vous avez un missile à 1 ou 2 millions d'euros, et de l'autre côté, vous avez des drones que vous pouvez produire par centaines, par milliers, qui coûtent 20 000 euros pièce, ou dollars. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même référentiel. Donc, c'est une solution, effectivement, de low cost, mais très efficace, avec cet inconvénient, c'est qu'un drone, ça vole pas vite, donc c'est plus facilement interceptable vraisemblablement qu'un missile, voilà, et que ça transporte 50 kg d'explosifs au lieu de 500. Donc on fait pas les mêmes dégâts non plus. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Ludmila Totieva. Oui, est-ce qu'on sait aussi que c'est le drone et la découverte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire que le drone était peut-être jamais mis autant en avant comme une arme principale de la guerre, autant utilisée, autant produit en masse, autant misé par les deux armées. C'était la découverte d'ailleurs des Ukrainiens d'utiliser les FVP drones. C'est les drones qui sont normalement utilisés pour les buts civils, pour faire la vidéo, ou bien juste pour d'autres types de secteurs. Et c'est nous en fait qui ont employé ça sur le terrain. Le problème, c'est que c'est encore une fois la guerre et la guerre de technologie, d'innovation. Celui qui innove le plus rapidement possible, qui s'adapte le plus rapidement possible, c'est celui qui est en fait plus probable de gagner. Aujourd'hui, la Russie, vu qu'elle a mis toute son économie en économie de guerre et que effectivement l'Ukraine n'a pas la même capacité de frapper ses sites militaires de production autant que malheureusement nous sommes frappés en Ukraine, ils sont capables de monter en échelle en termes de production. En plus, ils ont l'Iran, qui ont déjà fourni les Shahed, mais aujourd'hui, on a les constructions, justement, des équivalents sur place en Russie. Alors, c'est la question maintenant de monter en gamme et d'adaptation tout le temps, parce qu'on a parlé de drones FPV. Aujourd'hui, ils sont très peu utilisés parce que ça a beaucoup évolué, ça dépend sur quelle partie de front. On parle aujourd'hui de drones philo-guidés, qui étaient d'ailleurs très utilisés par les Russes, ils se sont dit, voilà, ça peut être une bonne idée. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas les brouiller. Ça, c'est un véritable problème. Du côté ukrainien aussi, on utilise ces drones-là, on emploie ces drones-là. Et aujourd'hui, quand on parle des missiles antiaériennes ou de la protection antiaérienne, on parle des drones intercepteurs qui vont pouvoir intercepter d'autres drones pour qu'on puisse vraiment pas même subir, mais plutôt gagner dans cette interception des drones que la Russie nous envoie. Et quelques chiffres pour bien comprendre. Aujourd'hui, 70 à 80% des personnes tuées ou blessées dans cette guerre le sont par des drones. Donc ça nous permet de comprendre un peu l'impact. Là, on parle des soldats. Volodymyr Zelensky a pris la parole il y a quelques instants, justement, sur cette question des drones. On va l'écouter et on reviendra après sur le plateau. L'armée russe a utilisé hier soir des centaines d'instruments permettant d'imiter l'empreinte thermique d'un drone pendant leur attaque. Leur objectif est de surcharger notre système de défense afin de rendre plus difficile l'interception de leurs drones. C'est un acte de terreur délibéré. Voilà, c'est Shahed encore, qui sont mentionnés par le président ukrainien lui-même. Alors, on va récapituler ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Les derniers modèles de Shahed ont été adaptés, plus rapides, charges explosives plus importantes, meilleur système de guidage, coût modique,
entre 30 et 50 000 euros pour un drone. C'est à comparer avec 1 million environ pour un missile de croisière. C'est une question peut-être naïve, mais pourquoi est-ce que les Ukrainiens ne fabriquent pas leurs propres drones Shahed pour les tirer sur les Russes? Alors, ils font, du domaine de l'innovation, il y a par exemple les Palanitya et d'autres domaines qui ressemblent en fait à des Shahed, mais en version améliorée. Le Palanitya, je crois que c'est une forme de pain, c'est ça? Palanitya, oui. Et alors, pour la petite histoire, une anecdote, parce qu'elle est drôle, au début de la guerre, c'était un mot de passe utilisé souvent sur les checkpoints, parce que les Russes ne pourraient pas prononcer ce mot comme les Ukrainiens le font, et donc c'est un moyen de détecter les... Il paraît que je réussis le test. Voilà, on peut prendre des cours. Et sauf que jamais les Ukrainiens ne ressortiront aux mêmes logiques d'emploi que les Russes. C'est-à-dire qu'évidemment, ils peuvent produire, et ils le font d'une certaine manière, les équivalents russes des Shahed ou des Liran, mais jamais les Ukrainiens n'utiliseront des drones de la même manière que les Russes n'utilisent les Shahed pour aller frapper des cibles authentiquement civiles. On a eu des exemples, par exemple, où les Ukrainiens avaient ciblé en 2023 le quartier de Moskva City à Moscou pour aller frapper de manière symbolique des gratte-ciel de l'équivalent moscovite du quartier de la Défense, afin de montrer que désormais la guerre commençait à être portée dans la profondeur du territoire russe. Mais c'était des frappes symboliques. Il ne s'agissait pas de faire comme ce qu'ont fait encore la nuit dernière les Russes, d'aller frapper des immeubles d'habitation. Et puis une dernière chose, c'est que ce qui est vraiment inquiétant, je parlais tout à l'heure du fait que les Russes commencent à implémenter de l'intelligence artificielle dans les drones Shahed qu'ils produisent sous licence. C'est ça le vrai gros danger, c'est la deuxième étape de la guerre des drones menée par la Russie, c'est l'emploi de plus en plus massif et sophistiqué de l'IA dans les drones russes. Ouais, et les Ukrainiens commencent à le faire aussi. Alors, en la matière, les deux camps ont acquis une avance considérable, ça c'est clair, à tel point, et c'est une histoire qui est dévoilée aujourd'hui par le Télégraphe, que des sociétés occidentales voleraient désormais aux Ukrainiens leur secret de fabrication. C'est ce que rapporte donc un article de ce journal qui cite le patron d'une PME de drones en Ukraine. Alors c'est un problème d'abord parce que c'est du vol évidemment, parce que les gouvernements occidentaux peuvent aussi investir des millions dans des systèmes qui ne sont pas aussi performants que les originaux, qui ne sont pas testés sur les champs de bataille par exemple, parce qu'on sait qu'il y a une vraie expertise en la matière côté ukrainien. Cette histoire à peine croyable en temps de guerre, ça fait presque 4 ans que cette invasion globale a commencé. Est-ce que c'est étonnant ? Non, c'est pas étonnant parce que d'abord on avait pris beaucoup de retard les occidentaux dans les drones. Nous on a développé l'Euromal avec l'Allemagne. Moi j'étais à Berlin là, entre 17 et 2000. On a signé en 2018 la création de l'Euromal. C'est un espèce de Predator fait à 2 moteurs. Donc c'est un avion sans pilote qui transporte un missile de croisière. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la logique du Shahed à 20-30 000 euros comme on vient de parler. C'est un outil à plusieurs millions d'euros. Et donc on a pris un gros retard là-dedans. Parce qu'on n'a pas vu arriver les petits drones le reste de l'Europe qu'on peut conduire, qu'on peut construire en masse, et etc., etc. Donc ça, on l'a pas vu. Mais je rappelle quand même que dernièrement, la France a signé une coopération sur les drones avec l'Ukraine. Donc pour les aider à en fabriquer en Ukraine et puis partager le retour d'expérience sur les drones ukrainiens. Donc on a vraiment pris en compte cette affaire-là. Mais moi, je peux témoigner, les drones, ils existent depuis que je suis soldat, moi. En 80, on avait des drones, mais c'était des drones d'observation, c'était des avions sans pilote, c'était des espèces de V1 qu'on lançait sur une rampe. Une sorte de catapulte. Oui, une catapulte, et puis il faisait son tour, c'était limité, puis après il fallait développer la caméra ou développer les photos, à l'ancienne en fait. Et puis après les informations que vous aviez, elles avaient déjà plusieurs heures par rapport à la situation de combat. Les choses ont bien changé. Les choses ont bien changé. Maintenant, lors du défilé de lundi, c'est une arme centrale. Au-dessus des Champs-Élysées, un drone Reaper soit utilisé et présenté au public. C'est un drone américain. Mais ça, c'est plusieurs mètres d'envergure. Oui, c'est un avion sans pilote. Notamment. Voilà. Et on n'était pas sorti de la conception d'autre chose que d'un avion sans pilote. Et les Ukrainiens nous ont montré que non. Un drone, on peut faire de l'observation du réglage d'artillerie avec un drone à 800 €, pourvu qu'il ait une caméra, etc. Ou un GPS. On peut très très bien faire ça. Donc c'est plus du tout le même référentiel. Et donc ils ont construit plusieurs millions par an des deux côtés aujourd'hui. Juste pour revenir sur cet article, justement sur The Telegraph, parce que les paroles qui étaient rapportées, c'était de dirigeants de l'entreprise, justement, qui est le producteur des drones. Et la chose qu'il met en avant, c'est le fait que même si, par exemple, aujourd'hui, les producteurs, les concepteurs européens prennent certaines idées, dans 3... la situation sur le terrain évolue tellement rapidement que ce qu'on dit, c'est que les 3 ans de guerre vaillent 20 ans de
temps de paix pour le développement et la conception et la mise en place d'un nouveau produit innovant sur le terrain. Aujourd'hui, l'avantage, et je pense que c'est le message subliminal qui est passé à travers de cet article-là, c'est que venez, investissez dans nos entreprises ici en Ukraine, faisons un partenariat sur la production des drones franco-ukrainiens, par exemple, nos ingénieries avec votre, par exemple, intelligence artificielle qui va être employée là-dessus. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on a la situation de test en temps réel, avec les retours réels des brigades qui vont vous dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, d'où l'intérêt et ce qui se passe aussi avec les modèles danois en Ukraine, ou d'autres investissements qui sont en train de guerre, se faire. Peut-être un modèle parfait de développement d'outils militaires, mais pour ce qui est de la France, et c'est une question que je vous pose à tous les trois, la complexité administrative pour l'armée ou pour une entreprise de travailler avec l'armée est absolument inouïe. C'est-à-dire que quand on travaille dans l'industrie militaire, un simple ouvrier, pour rentrer à l'usine, il doit badger, il est fiché, des recherches sont faites, et on peut bien le comprendre. Hein, c'est pas, on a du mal à imaginer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous, on a visité des usines d'assemblage de drones dans des appartements, littéralement, en plein centre de plusieurs villes. Ça, c'est incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a la souplesse administrative de pouvoir travailler aussi vite, aussi bien, et pour produire des armes aussi efficaces? Quand on regarde du côté de l'industrie de défense, non, on ne l'a pas, mais je regarde par exemple des pépites, je pense à Turgis et Gaillard ou encore à Delair dans la fabrication des drones, qui ont réussi à produire souvent sur front propre, avec leur propre innovation à partir de rien, des drones à des coûts beaucoup plus réduits que ce qu'on produisait jusqu'ici, avec l'idée qu'on allait arrêter de faire, vous avez cité le cas du Reaper, du mieux-disant technologique, des drones ultra perfectionnés qu'on ne peut produire et acquérir qu'en petite quantité. De notre côté, on a quand même beaucoup de start-up, de TI, de PME innovantes qui, si on leur laisse les moyens, notamment réglementaires, peuvent faire des miracles sur le plan de la production, y compris en collaboration avec des Ukrainiens. Et au niveau de l'armée maintenant, la vraie révolution à faire pour notre armée, c'est que quand vous regardez pourquoi l'armée ukrainienne a réussi à implémenter aussi vite la révolution des drones, c'est que l'effort est parti du bas. Vous avez parlé du fait qu'en Ukraine, effectivement, on produit des drones de manière artisanale. Souvent, dans les unités ukrainiennes, des brigades vont adapter leurs propres drones. Ils le font, oui. Voilà, on se bat de telle manière dans notre unité et pas dans un autre régiment. Eh bien, nous, on va rétrofiter, on va améliorer les drones. Les Russes ont mis beaucoup de temps à le faire, comme ils ont une direction extrêmement verticale. Mais vous savez pourquoi les unités ukrainiennes dont vous parlez ont fait ça ? À cause du même problème qu'on a en France. La bureaucratie, l'administration. Alors c'est pas tout à fait vrai. Alors, je voudrais dire un truc, moi, quand même. Non, c'est pas tout à fait vrai. Alors, moi, j'ai été responsable du retour d'expérience de l'armée de terre au moment de l'Afghanistan, au moment d'Armatan en Libye, etc. Et on avait développé quelque chose qui s'appelle l'adaptation réactive. Et ça marchait très bien. Et donc, on avait Ça marche aujourd'hui pour le domaine alors, ça marche. On n'a plus d'opérations aujourd'hui, quasiment plus. Donc, ça s'est mis en vague. Mais quand la nécessité s'est faite, on avait tous les trimestres un comité central avec, on venait faire tous les acteurs, avec la STAT, avec la DGA, etc. Et on regardait les besoins des armées et on était capable de modifier des équipements ou d'envoyer des équipements en quelques semaines. Et donc on regardait, et c'était tous les domaines qui étaient scrutés, y compris les uniformes, étaient-ils adaptés, y compris les mitrailleuses, est-ce que les caisses avaient assez de munitions, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et donc ça marche. Cette souplesse, moi je l'ai connue pendant notre engagement en Afghanistan. Alors, je pense que c'est un peu mis en veilleuse parce qu'on est revenu dans un cycle un peu plus technocratique, si vous voulez. Mais moi, je l'ai connu, Afghanistan, Armatan, quand on était très engagé sur les théâtres, Mali, eh bien pendant ces périodes-là, on était capable en quelques semaines de modifier un matériel et de l'envoyer sur le terrain. Moi, j'ai vu passer des généraux piquer des crises parce que ça n'allait pas suffisamment vite et je peux vous dire qu'en l'espace des fois de 15 jours, 3 semaines, l'affaire était résolue. Donc ça veut dire que quand on veut un peu... C'est l'inverse de la DGA. La DGA, c'est des programmes qu'on développe sur des années, etc. Et puis on fait des équipements qui font tout, qui font le café, qui sont high-tech. Mais moi, cette adaptation réactive, ne sous-estimons pas l'armée de terre. Elle était bottom-up également. Et ça marchait très très bien. On pose des questions. Non, mais c'était les armées en plus. C'était pas simplement l'armée de terre parce que c'était les liaisons, c'était aussi le service de santé. On s'interrogeait. C'était nos liaisons avec l'armée de l'air, etc., etc. Tout le monde participait à ça pour optimiser l'efficacité de nos armées sur les
théâtres, et ça marchait véritablement très bien. Alors, et donc c'est en petit ce qu'on explique dans le domaine des drones en fait. Donc on est très très capable de le faire. On avait aboli toutes les normes et c'était la rapidité qui était la première règle.